Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain ou Menro sur les réseaux sociaux et à mes côtés aujourd'hui je retrouve comme chaque semaine Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur du concept de Originals. Et aujourd'hui, vu le sommaire, est-ce que ce serait pas notre survivaliste des séries qui a trop de saisons qui champignonnent sur notre plateforme ? Ouais, j'ai pris ma machette et mon matériel à tout faire. Je vais essayer de tenir jusqu'à la fin de cette émission. Et notre invité du jour, Yannick Le Fur, brand manager chez Microids et anciennement journaliste chez jeuxvideo.com sous le pseudonyme de Logan. Bonjour Yannick. Salut Romain, salut Gauthier, merci de l'invitation. Merci d'être là. Aujourd'hui, on parle de The Last of Us qui débarque pour une saison 2 le 14 avril prochain. Et en suivant dans notre rubrique Ne cherchez plus, avec toujours une recommandation de Gauthier, tu nous parles de quoi Gauthier d'ailleurs ? Je suis très content aujourd'hui parce que je vais vous parler d'une de mes séries préférées. Je pense qu'elle est dans mon top 3 des séries. C'est une série qui est sur Netflix et qui s'appelle Mindhunter, qui revient sur la création du profilage des serial killers aux États-Unis. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Et bien sûr, vous pourrez retrouver en fin d'émission l'interview originale de notre invité. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme en partenariat avec Cinématiseur, disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Cette semaine, on parle de The Last of Us. Alors, c'est quoi The Last of Us ? C'est d'abord un jeu vidéo, mais restez avec nous. Ne partez pas tout de suite. On ne parle pas de n'importe quelle saga de jeux vidéo, mais d'un monument du genre qui s'est illustré déjà dans son secteur. Le premier jeu est sorti en 2013 et a été reconnu jeu de l'année plus de 250 fois de par le monde. Il est aussi cité maintes fois comme jeu de la décennie 2010 et se paie le luxe d'être le 4e jeu consacré au World Video Game Hall of Fame depuis 2023. Le second volet, puisque c'est quand même 2 jeux vidéo, le second volet, lui, est sorti en 2020 et c'est tout simplement le jeu vidéo le plus récompensé de l'histoire. Ah oui, d'accord, Voilà, je ne le savais pas ça. Pas moins de 302 récompenses, dont les prestigieux Game of the Year dans l'industrie du jeu vidéo, mais aussi des reconnaissances, notamment des BAFTA, qui récompensent plutôt l'audiovisuel et la production culturelle au Royaume-Uni. Et quand on parle de The Last of Us, on parle pas moins de 37 millions de titres vendus et d'un phénomène qui dépasse largement le cadre du jeu vidéo, puisque cette histoire a fait l'objet d'une adaptation en série, et ce sera notre sujet du jour, garanti sans spoiler. Nous, on habite ici. Ça, c'est quoi ? Le mur. Et y a quoi à l'intérieur ? Des gens. Et à l'extérieur ? Des monstres. Évidemment, Last of Us, tout de suite, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. C'est quoi votre rapport à cette œuvre, Last of Us ? Vous êtes plutôt joueur puis spectateur, plutôt spectateur puis joueur, et plutôt team jeu ou team série ? Gauthier ? Alors, pour aller dans ton sens de rassurer nos auditeurs, on n'est pas du tout en mode geek, on va parler de jeux vidéo et tout ça. Et effectivement, moi j'ai fait les jeux vidéo avant de voir la série, mais pendant que je faisais les jeux vidéo en 2013 puis en 2020, souvent ma femme s'asseyait à côté de moi juste pour regarder le jeu se dérouler, parce que ça a un côté très feuilletonnant comme ça a un côté très film ou série, ça se prête très bien à une adaptation en série. On a envie de savoir la suite, il y a des personnages qui existent très en profondeur et tout ça, on s'attache énormément, donc il n'y a pas du tout besoin de connaître l'aspect jeu vidéo de ce truc-là pour aimer regarder The Last of Us. On va un petit peu vous parler du programme par la suite, de ce que ça raconte et tout ça. Alors Yannick, l'ancien rédacteur en chef adjoint de jeuxvideo.com pendant pas mal d'années, il connaissait d'abord le jeu, j'imagine. Ouais, il connaissait très bien. Le 1 et le 2 d'ailleurs. Ouais. Et non, c'est de base, en fait, c'est une réaction, on va dire, un petit peu, tu vois, en tant que joueur, c'est le fait, t'es un petit peu fier, si je puis dire, en fait, tu vois, de se dire, waouh, Hollywood, en fait, s'intéresse en fait aux jeux vidéo, s'intéresse en fait à un jeu que tu sais de qualité, qui a une dimension, en fait, en plus de base très, on va dire, cinématographique.
Donc, tu es quand même très content, effectivement, que cette série en fait, s'ouvre à un public un peu plus large qui ne connaissent pas nécessairement les jeux. Et puis, donc déjà, ça, c'est une première chose, en fait, savoir en fait, ce qu'ils vont faire d'un jeu, de 2 jeux plutôt, en fait, qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont procuré en fait, des émotions très intenses. Et puis, donc, bon, on en parlera en fait, après en fait, de la qualité, des qualités et des défauts de l'œuvre, puisqu'elle en a quand même. Non, de base, en fait, c'était vraiment en fait, très content, effectivement, en fait, que Hollywood en fait, intéresse à cette série de jeux. Alors justement, pour finir avec toutes ces histoires de jeux vidéo et après rentrer dans le cœur du sujet qui est vraiment la série, c'est un jeu qui était révolutionnaire, mais pas vraiment grâce à son gameplay, mais plutôt grâce justement à ce côté très cinématographique, son histoire, son storytelling. Justement, un mot là-dessus peut-être ? Oui, pour moi en fait c'est The Last of Us, c'est un jeu, ce sont 2 jeux du coup en fait qui sont des AAA, donc des gros budgets on va dire. On appelle ça des blockbusters chez nous. Et exactement, des blockbusters, mais avec une dimension pardon en fait un peu d'auteur. Tu vois, il y a la volonté en fait d'aller au-delà en fait du média, d'aller au-delà en fait de ce qu'on connaît en fait du jeu vidéo, parce que pour les personnes qui connaissent pas en fait du jeu vidéo, ça peut presque être péjoratif, tu vois, ce n'est qu'un jeu vidéo. Là, la volonté en fait de Naughty Dog, donc le développeur des jeux, c'était de se dire, ok, c'est un jeu vidéo, mais comme tu l'as dit, en fait, le gameplay, il fonctionne, mais il est quand même assez classique. Donc, effectivement, ce qu'on va proposer, en fait, c'est avant tout en fait une bonne histoire avec des bons personnages, des bons dialogues. Et de mon point de vue, c'est quelque chose en fait qu'ils ont vraiment réussi, vraiment au-delà en fait même des attentes en fait de beaucoup de joueurs. Alors j'ai un petit synopsis à vous faire. 20 ans après la destruction de la civilisation moderne par une pandémie, tiens donc, causée cette fois par un champignon mutant, ce qui s'appelle le cordyceps, Joël, un survivant endurci, est chargé de faire passer une adolescente, qui s'appelle Ellie, hors d'une zone de quarantaine militarisée. Ce qui commence donc comme une simple mission devient un voyage brutal et bouleversant à travers tous les États-Unis, où chaque rencontre teste leurs limites, leurs convictions et leur humanité. Du coup, notre sujet du jour, vous l'avez compris, c'est cette adaptation de jeux vidéo en série, avec une première saison en 2022-2023. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que la saison 2, elle débarque chez nous la semaine prochaine. Première question, cette adaptation en série, Gauthier, tu as vu tous les épisodes de la première saison, Yannick aussi, moi aussi. En une phrase, ton ressenti global sur cette adaptation ? Moi, c'est pas compliqué. En 2022, c'était vraiment ma série préférée de toutes les séries que j'ai vues. Principalement parce que Hollywood s'y intéresse, comme tu le disais très bien, mais ne s'y intéresse pas à moitié. C'est-à-dire qu'ils mettent des moyens de production qui sont tellement considérables qu'on voit le jeu vidéo qu'on a tellement aimé vivre à l'écran et être totalement reconstitué. Et ça, c'est délicieux. C'est délicieux de voir une série aussi bien produite, quoi. On est chez HBO et à la prod, on a notamment pas moins de PlayStation, Naughty Dog, le créateur du jeu. Enfin voilà, on a le créateur du jeu lui-même qui participe et l'autre co-créateur de la série, c'est Craig Mazin. Et si vous avez écouté notre épisode sur Tchernobyl, vous savez tout le bien qu'on pense de Tchernobyl, Tchernobyl et de ce monsieur-là. Ouais, tout à fait. Et puis en plus de ça, il y a quelque chose de très satisfaisant pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo. C'est que pour une fois, Hollywood a l'intelligence de ne pas s'intéresser à adapter le gameplay sur grand écran, mais de s'intéresser au scénario, à ce que ça raconte, et de recréer le jeu vidéo de manière non seulement très très fidèle, mais en plus de prendre des libertés sur certains épisodes, d'aller à gauche à droite, étoffer un petit peu le matériau qu'on avait déjà. Donc c'est une série bluffante, bouleversante, et pour tout le monde, hein, j'insiste. Yannick, effectivement, c'est la première fois que le jeu vidéo est vraiment pris au sérieux pour toi ? Première fois, je ne saurais pas te le dire. J'ai l'impression que oui. Tout du moins en fait, d'un point de vue en fait, série, puisque je suis en train de me demander en fait, s'il y a eu en fait, des équivalents avant, mais je ne pense pas, parce qu'en fait, là, je pense comme ça spontanément à Resident Evil. On sait ce que ça a donné. Il n'y a eu qu'une saison sur Netflix. Et franchement, si vous êtes fan des jeux, ne la regardez pas. Mais voilà, comme vous le disiez, effectivement, en fait, pour The Last of Us, c'est quand même déjà de point de départ, et quand même le fait de faire appel à des personnes qui pas de blanche, tu vois, donc sur Tchernobyl, etc. Donc tu sais en fait qu'il y a les bonnes personnes au bon poste. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Après, effectivement, je veux bien croire que c'est quand même compliqué en fait d'adapter un jeu vidéo, parce qu'il faut s'adapter. Enfin, il faut il faut que les fans en fait ils trouvent leur compte. Et ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo non plus. Donc en fait, il faut trouver un compromis entre la fidélité au jeu
et du contenu original. Et c'est vrai que donc la première saison, on y reviendra, mais en fait, je trouve qu'elle a trouvé une sorte de compromis, même si tout n'est pas parfait. Alors oui, effectivement, c'est une histoire bouleversante qui est plus proche de La Route de Cormac McCarthy, qui a été Pulitzer en 2007 pour l'œuvre, pour le roman, que de Mario Bros, Gauthier. Bah bien sûr. Alors Mario Bros dans sa version filmique de 2023 a eu l'intelligence elle aussi de s'intéresser plus au scénario qu'au gameplay de Super Mario Bros, parce que qu'est-ce qu'on va sortir cinématographiquement d'un petit bonhomme qui saute et qui mange des champignons, quoi, c'est pas possible. Mais là il y a aussi, enfin, ce qui m'a étonné dans cette série, c'est que comme moi j'avais fait le jeu vidéo, ça m'apprenait pas grand-chose. J'avais déjà traversé cette histoire, mais j'étais très content et très satisfait de voir que si on adapte cette histoire en série, donc de plusieurs heures, comme quand on joue à un jeu vidéo, ça va nous prendre 15 heures minimum, et ben ça fait une bonne série pour finir. Et j'ajoute que c'est un jeu vidéo et une série qui partagent tous les deux l'avantage d'avoir la fin la plus ambiguë que j'ai jamais vue de ma vie dans aucune œuvre. Pareil, quand j'ai regardé la série avec ma femme et qu'elle a découvert cette fin qui est exactement au plan près la même fin que le jeu vidéo, elle m'a dit bah, c'est très étonnant que ça se termine comme ça, c'est ambigu au possible. Donc c'est là que c'est aussi un événement que cette deuxième saison arrive, puisqu'elle va nous raconter ce que le deuxième jeu vidéo raconte. Et le deuxième jeu vidéo est beaucoup, beaucoup plus long que le premier. Donc probablement, ça va être découpé en plusieurs saisons. Pour la série, l'adaptation. Ouais. C'est quoi les grands thèmes de The Last of Us ? On parle souvent du deuil, de la survie, de la vengeance, de où se situe l'humanité dans les zones de gris, etc. Yannick, c'est quoi pour toi les grands thèmes de Last of Us ? C'est ce que tu as dit déjà. Enfin, il y a aussi la parentalité, Ouais. puisque même en fait sans tout dévoiler en fait du jeu, parce qu'en fait là je vais parler en fait juste du premier jeu. En fait, ça commence en fait par une tragédie effectivement où Joël, donc le héros en fait de l'histoire, en fait perd sa fille dans des circonstances quand même assez tragiques et brutales. Surtout, Ouais, en fait. pendant cette pandémie, justement. Exactement. Et déjà, en fait, c'est en ça en fait, que le jeu est très fort, c'est que tu n'es pas nécessairement en fait, habitué à ça en fait, dans un jeu vidéo. En fait, et dès le départ, en fait, dès la première heure de jeu, effectivement, il te fait comprendre que ok, tu vas vivre en fait, une expérience que tu n'as jamais vécue avant. Donc, qui est basée en fait, sur comment dire, le travail en fait, sur les personnages, sur les dialogues, sur les émotions en fait, aussi que le joueur en fait, peut vraiment ressentir. Puisqu'en fait, il y a beaucoup en fait, de cinématiques. Comme on disait, en fait, il y a une partie gameplay, forcément, c'est un jeu, mais qui s'avère finalement très classique. Par contre, en fait, il y a beaucoup de cinématiques, beaucoup d'interactions même entre les personnages. On en reparlera, je pense. Mais voilà, mais tout ça fait que le jeu en fait, peut se permettre, si je puis dire, en fait, d'aborder en fait, des thèmes qui sont quand même très matures. Je trouve en fait, qu'ils le font très très bien dans le premier jeu et encore plus, de mon point de vue, en fait, dans le deuxième jeu. Alors oui, sur ces thèmes, tu l'as très bien dit, la parentalité est un thème central, puisque ce héros, Joël, des années après la mort de sa fille, va se voir confier une adolescente qui est en fait est la seule adolescente qui est immunisée à la pandémie en cours et qui va devoir la porter quelque part pour qu'on voit si on peut développer un vaccin à travers ses compétences à elle. Et donc évidemment, entre elle, cette adolescente, et Joël qui a perdu sa fille, va se nouer une sorte de nouveau lien de parentalité, et il va devenir un petit peu le papa de cette adolescente. Et c'est très très bien travaillé dans le jeu comme dans la série, à quel point elle a un côté ado rebelle, l'ado relou, quoi, provoque et tout ça. Et que lui, il essaye de se barricader parce qu'il a déjà perdu un enfant, donc il veut pas trop s'attacher à cette adolescente, mais il y a quelque chose de plus fort que lui, quoi. On ne peut pas ne pas l'aimer. Donc ils vont faire ce voyage ensemble. Et dans ces grandes thématiques qui sont abordées, il y a aussi un côté un peu multifacette de l'humanité, parce que c'est une humanité qui survit, donc qui est en train d'essayer de continuer à exister. Et on va voir comme dans plusieurs communautés différentes,
Les gens ont pris des décisions différentes pour survivre et on peut tous les comprendre. C'est ça qui est très fort aussi. On arrive tous à se mettre de leur côté, même quand ils ont l'air un peu méchants, on se dit ah oui, je comprends qu'on ait pris cette décision-là pour survivre à une pandémie. Je rappelle que moi j'avais eu une épiphanie complète quand j'avais compris que The Last of Us était un titre à double sens. Parce que The Last of Us, ça veut dire le dernier d'entre nous, et ça peut se référer au personnage de cette adolescente qui donc est immunisée et sera sans doute la dernière d'entre nous. Mais ça veut dire aussi ce qu'il reste de nous, The Last of Us. Et ce qui reste de nous, c'est ce qui restera de l'humanité. Et on voit bien dans toute la violence qu'il y a dans ce jeu et dans cette série que la violence est aussi un moyen de préserver l'humanité de sa disparition. C'est un thème très, très, très important, quoi. C'est vrai qu'on a les infectés d'un côté. Donc là, c'est pas des zombies, mais... Ouais, si. Ici, on schématise et on dit voilà. que c'est des zombies, quoi. Voilà. En gros, c'est des zombies. C'est un peu des zombies, mais avec ce côté, donc ça vient d'un champignon, donc il y a des spores qui flottent. Alors pas dans la saison 1, mais apparemment c'est un truc qui est central au jeu, qui va revenir dans la saison 2. Il y a différentes évolutions de ces infectés, mais le plus grand danger, un petit peu comme dans The Walking Dead, ça reste l'homme. Oui, c'est tout le propos d'un film de zombies, normalement. Non, j'allais juste dire en fait que effectivement, comme tu disais, Gauthier, effectivement, tu peux comprendre. Là, je parle du jeu. Tu peux comprendre en fait les réactions, en fait, les décisions en fait de certains personnages, mais tu ne les acceptes pas nécessairement. Et je pense que la grande différence, effectivement, entre le jeu et la série, c'est que quand tu joues, en fait, donc on te demande en fait d'incarner un personnage, donc qui va prendre des décisions effectivement que tu n'aurais pas nécessairement pris en fait à sa place. Donc tu as peut-être en fait un peu plus de détachement vis-à-vis en fait de la série, où là effectivement tu es simple spectateur, alors que dans le jeu effectivement tu es acteur. Et donc c'est ça en fait aussi qui est très très fort en fait de la part en fait de Druckmann, d'avoir effectivement provoqué en fait ce genre de réaction chez le joueur. Un petit mot sur le casting, puisque si on parle de personnages, évidemment, on est obligé de parler du casting. Joël, c'est Pedro Pascal. Ellie, c'est Bella Ramsey. Autour d'eux, on retrouve Gabriel Luna, on retrouve Anna Torv, on retrouve Mélanie Linsky, que vous aviez pu voir notamment dans Yellow Jacket. On retrouve Nico Ferman. Et du coup, ça m'amène sur ce Nico Ferman qui joue un ami de Joël et de Tess, qui est donc la relation amoureuse de Joël au début de la série. Et ce Bill, quand on le retrouve dans le jeu, lui, on assiste à son stress parce que son compagnon a disparu. Et on comprend que c'est un compagnon et pas une compagnonne. Et là, les réalisateurs de la série ont décidé d'allouer un épisode entier à quelle est cette relation depuis 20 ans. Ouais. Et c'est un épisode qui a beaucoup fait parler de lui parce que j'ai envie de dire que les graines sont dans le jeu, mais ils en ont fait quelque chose où l'arbre a déjà poussé. Et c'est un épisode qui a été récompensé aux Emmy Awards pour son scénario, sa réalisation. Donc c'est quand même un épisode très marquant, c'est le fameux épisode 3. Un petit mot là-dessus peut-être, Yannick, Gauthier, celui qui veut. Je te laisse l'honneur, évidemment. Non, je vais juste dire effectivement, en fait, comme tu as dit, en fait, Romain, c'est un épisode qui a beaucoup fait parler de lui, parce que je pense déjà de base en fait, que c'est une rupture de ton. Qui est bienvenue pour moi, effectivement, qui est très très complémentaire en fait au jeu. Et pour moi, en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose en fait qui représente ce que doit être une adaptation. C'est-à-dire en fait qu'on n'adapte pas, dans le cadre en fait d'une adaptation de jeu vidéo, mais ça peut être en fait un livre ou autre, où on n'adapte pas en fait stricto sensus en fait le jeu. C'est-à-dire en fait qu'on va apporter quelque chose en plus. Et là, pour le coup, effectivement, comme tu disais en fait, qu'il y a les graines en fait de cette relation dans le jeu. Dans la série, effectivement, en fait, il t'explique, il te montre finalement en fait, la relation entre Frank et Bill. Je trouve qu'elle est magnifique. Moi, c'est un épisode en fait, que j'ai adoré. C'est hyper touchant. C'est hyper touchant. Les acteurs sont très bons. Le rythme, en fait, qui est très introspectif aussi de base, en fait, la série a quand même un côté, un aspect très introspectif. Mais là, encore une fois, tu prends ton temps. Et puis, finalement, en fait, l'épisode, il est intéressant parce qu'en fait, il montre aussi une autre facette en fait, du monde qu'on t'a présenté en fait, donc déjà durant les 2 premiers épisodes. C'est-à-dire en fait, que oui, c'est un monde post-apo. Oui, en fait, c'est un monde en fait, qui est envahi en fait, par des créatures, etc. Où, a priori, rien de bon ne peut ressortir. Et il te rappelle à travers cet épisode en fait, que malgré tout, en fait, que le bonheur en fait, peut subsister en fait, tu vois, dans cette apocalypse, si je puis dire, en fait. Et ça renvoie finalement une sorte de version fantasmée en fait, et tragique, sans trop en dire, de l'histoire en fait, d'Ellie.
Gauthier, de ton côté, cet épisode, tu l'as ressenti pareil? Bah, c'est l'épisode où j'ai été le plus surpris, moi, évidemment, parce que quand on a le jeu en tête, c'est le seul épisode qui fait un énorme pas de côté. Et Il y a quelques intros d'épisodes qui se permettent un petit peu aussi de prendre avec des faux journaux TV, des fausses interviews et tout ça. Absolument. Mais en gros, ce qui se passe dans le jeu vidéo pour t'expliquer cette relation entre deux hommes, c'est qu'on trouve une lettre et on trouve quelqu'un qui s'est suicidé et on comprend derrière ça tout le sous-texte qu'il y a. Et là, les créateurs de la série se sont dit « Ah ben non, on va pas en rester là, on va faire un pas de côté, on va même sortir du genre. On va plus du tout être dans le film de zombies ou le post-apocalyptique ou je sais pas trop quoi. On va vraiment faire un épisode de mélodrame et on va revenir sur cette relation et sur l'importance qu'elle a. Parce que on peut trouver ça touchant quand on joue aux jeux vidéo, mais quand on est obligé de voir un épisode de plus d'1 heure sur cette histoire d'amour, bah là on est bouleversé évidemment, quoi. Je voulais vous demander justement si cette adaptation, elle dépassait le simple statut d'adaptation de jeu vidéo. Je crois que oui. On vient de le dire. Moi, j'ai plutôt envie d'aller de notre côté. C'est de se projeter maintenant un peu vers la saison 2. Alors, Gauthier, de ton côté, toi, tu as pu voir le premier épisode, il me semble. Ouais, absolument. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, sans spoiler, bien évidemment, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de rebondissements dans ce deuxième jeu. Alors, c'est ça qui est terrible pour nous, c'est que nous, ici, autour de la table, on a joué au deuxième jeu, donc on sait où ça va. On sait que ça va très, très loin. Et on sait déjà dans les premiers moments du deuxième jeu qu'il va arriver quelque chose de sensationnel et qui va tout changer. Mais il ne faut pas dire quoi. Et surtout, moi, je pensais que ça allait arriver à la fin du premier épisode de la saison 2. Mais non, manifestement, les créateurs ont décidé d'étirer un petit peu le temps pour laisser cet événement qui va tout bouleverser le temps d'arriver de manière cohérente dans une série, quoi. Moi, ça me rappelle un petit peu comme quand je suivais Game of Thrones, comme tout le monde à l'époque, et que en tant que lecteur du livre, je savais qu'il y allait y avoir des épisodes charnières particulièrement importants, et je scrutais un petit peu comme ça ceux qui ne connaissaient pas et qui découvraient à travers la série. Là, j'ai un peu ce même sentiment. Est-ce que vous pensez que, justement, c'est une série HBO aussi, comme Game of Thrones, est-ce que Last of Us a ce potentiel pour justement avoir ce mouvement un peu de société où les gens vont venir discuter, se retrouver à la machine à café, parler des aventures de Joël et de Ellie et de tous les autres personnages qu'on n'aura pas cités ici? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors, il faut préciser que les créateurs ont dit publiquement que là, ils avaient pris un peu de liberté pour cette saison 2. Je veux bien qu'ils aient pris toutes les libertés du monde, mais là, le premier jalon qui va nous arriver, c'est pas une liberté qu'ils pourront prendre. C'est obligatoire pour pouvoir ensuite raconter ce que raconte le deuxième jeu. Donc, ça va arriver, on ne sait pas très bien quand, mais on peut dire simplement que déjà, le premier épisode nous montre certaines évolutions ceux qu'on appelle les clickers, qui sont en vrai les zombies de The Last of Us, certaines évolutions qu'il n'y avait pas dans le premier jeu et la première saison. Donc il y a une trajectoire comme ça sur... Eux-mêmes, ils évoluent aussi, donc la pandémie va évoluer, donc la survie va évoluer. On peut dire aussi qu'on nous présente un personnage, un deuxième personnage, une deuxième jeune femme qui va devenir probablement la rivale de Ellie, et donc on va avoir cette dualité de point de vue qu'on avait aussi dans le jeu vidéo. Voilà, on en est là pour le moment. On n'a pas encore vu les moments très très sensationnels de l'intro du deuxième jeu vidéo. On a juste remis à leur place déjà le contexte, puisqu'on est à Jacksonville, il me semble, et puis les premiers éléments, les premiers nœuds narratifs, les personnages. Les nouveaux antagonistes, voilà. tout simplement. Le second jeu, il avait fait couler beaucoup d'encre à sa sortie en jeu vidéo. Pour diverses raisons. Ouais. Pour diverses raisons, plus ou moins bonnes. Évidemment, il y a eu aussi ce que j'appelle des gros trolls, pour rester poli. Oui, parce que la sexualité de certains personnages est ambiguë. Et notamment. Donc, il y a des gens qui s'arc-boutent là-dessus. Est-ce que, Yannick, tu penses que justement les nouveaux personnages vont vraiment réussir à convertir une population autour d'eux, ou que ce soit en bien ou en mal? Je pense qu'en fait, tu auras toujours les mêmes réactions que pour le jeu.
pour de vrai, parce qu'en fait, les trolls en fait, qui avaient critiqué en fait, le jeu critiqueront en fait, la série. Donc après, les critiques en fait, critiquer en fait, une série en fait, ou tout autre en fait, que ce soit un livre ou autre, en fait, pour des mauvaises raisons, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Après, je sais, enfin, les nouveaux personnages en fait, qui seront intégrés en fait, dans cette saison 2 sont comme en fait, les personnages en fait, de base en fait, du premier jeu en fait, et accessoirement en fait, donc, de la première saison, sont très bien écrits. Mais effectivement, ils sont... comment les décrire sans trop spoiler. La construction en fait, du deuxième jeu en fait, est très intelligente dans sa façon en fait, d'amener en fait, les personnages. Alors, bon, encore une fois, on ne peut pas trop vous en dire en fait, vraiment sans vous mettre sur des pistes. Mais c'est vrai qu'en fait, le deuxième jeu, moi, en fait, au-delà du fait qu'il soit un petit peu trop long pour moi, il étire un petit peu, en fait, mais peut-être en fait, à travers en fait, ses phases de gameplay. Donc, en fait, donc, élément en fait, que tu n'auras pas, que tu n'auras pas en fait, dans la saison 2. Mais c'est vrai qu'en fait, il met en avant en fait, beaucoup plus de personnages, beaucoup plus en fait, de entre guillemets, factions, si je puis dire, en fait, dans cet univers en fait, post-apo. Le contexte en fait, de base en fait, a été posé en fait, dans la saison 1. Là, en fait, ils vont intégrer en fait, donc, des personnages et d'autres en fait, groupes, on va dire, dans cette saison 2. Après, effectivement, moi, je suis très, très intéressé parce qu'on connaît les jeux, parce qu'en fait, on sait... j'allais faire un parallèle avec une autre série, j'ose même pas la citer de peur en fait de trop spoiler, mais une série en fait de comics très connue qui se passe dans un univers post-apo avec des zombies. Voilà. Voilà. Et effectivement, moi je la trouvais effectivement très complémentaire parce que je connaissais les comics et j'ai réussi à être très surpris, agréablement surpris, pas toujours, mais par la série. J'espère en fait que ce sera la même chose en fait pour cette saison 2 qui, comme disait Gauthier, devrait être découpée en 2 saisons. Je pense qu'en fait, il faut au moins ça pour adapter en fait ce deuxième jeu qui durait, je crois, une quarantaine d'heures, une cinquantaine d'heures. Quelque chose comme ça, oui. Voilà, quelque chose comme ça. Mais effectivement, voilà, pour répondre à ta question, il y a des personnages très intéressants qui vont arriver, moi qui m'ont vraiment marqué en tant que... Qui joue avec nos émotions. Hein. Exactement, qui joue avec des émotions, en fait, mais en fait, le terme jouer en fait, est pas anodin parce qu'en fait, tu joues véritablement avec eux. Tu vois, donc, et pareil, en fait, c'est comme je disais en fait, avec le premier, effectivement, voilà, on te demande de faire des choses parce qu'en fait, pour que l'histoire avance, tu n'es pas nécessairement d'accord avec ce que tu dois faire, mais tu dois le faire. Et le 2, le premier, c'était ça. Le deuxième, c'est multiplié par 10, effectivement. Et moi, en fait, c'est un des rares jeux où j'ai ressenti des émotions en mode, mais vraiment, ça m'a vraiment pris aux tripes. Où la petite larmichette était quasiment, tu vois, en fait, elle était là, quoi, tu vois. Et donc, j'espère avoir aussi, en fait, ce ressenti, en fait, dans la saison 2. Mais je pense que c'est pas du tout un spoiler de dire que le dispositif du deuxième jeu, puisqu'on le voit déjà dans le premier épisode de cette saison 2, le dispositif du deuxième jeu était d'avoir le personnage d'Ellie, qui est toujours l'héroïne du jeu. Elle va avoir une antagoniste, quelqu'un qui cherche à la tuer. Et d'ailleurs, elle cherche mutuellement à se tuer. Et ce que le dispositif très malin va faire, c'est de nous faire partager le point de vue d'Ellie un certain temps et le point de vue de son antagoniste un autre temps, et on va comprendre qu'au fait il n'y a pas une gentille et une méchante, il y a 2 personnes qui ont leur raison, c'est tout. Et alors moi, le seul défaut que je trouvais au deuxième jeu vidéo, c'est que je trouvais ça beaucoup trop complaisant sur la violence. Mais je me rends bien compte avec un petit peu de distance que en fait, cette violence, elle est là pour avoir un discours sur la violence, justement. Et il y a beaucoup de payoff sur ce discours sur la violence à la fin du deuxième jeu vidéo. J'espère que la série va être assez intelligente dans ses prochains épisodes pour en faire autant. On conseille à qui The Last of Us ? Vous avez donc 9 épisodes à rattraper avant le 14 avril si vous voulez être à jour et que vous êtes passé à côté. Et ce qui serait très dommage. Mais on conseille à qui ? Parce qu'on a bien compris que c'est pas un truc qui s'adresse forcément aux fans de jeux vidéo, même s'ils y trouveront peut-être leur compte. Ça s'adresse pas aux fans de zombies parce que c'est qu'un décor. Et ce que ça raconte est vraiment ailleurs. C'est dans la relation entre un père et une fille, et même si c'est un père de substitution, on est sur des anti-héros, une relation qui est plutôt toxique par moments. Enfin, on est sur quelque chose de vraiment très dense et presque un film social, enfin une série sociale. Sauf que le décor est un peu plus fantastique. Moi, avant que vous puissiez répondre, moi j'ai envie de dire, même si vous êtes allergique aux jeux vidéo, même si vous êtes allergique à la science-fiction, même si vous êtes allergique au fantastique, ce ne sont que des virgules dans ce grand ensemble qu'est The Last of Us. Je pense que c'est pas compliqué. Si vous êtes
lecteur de Télérama et que vous avez beaucoup aimé en fanfare, c'est peut-être pas pour vous. Hein, ça va être difficile de rentrer dedans. Mais si ça ne vous dérange pas de regarder un petit peu une série de genre, quand même, hein, puisqu'on est vraiment dans un genre horrifique assez identifié, laissez-vous tenter parce que c'est vraiment un film qui parle profondément, enfin une série qui parle profondément des rapports humains. C'est vraiment ça qui est au centre. C'est très beau d'avoir réussi à faire ça parce que c'est souvent le propos des films de zombies et des séries de zombies, mais quand c'est The Walking Dead, pour moi, ça marche pas très bien parce que on s'intéresse à du soap très vite, ça devient soap, quoi. Alors que là, on n'est vraiment pas dans du soap du tout. On est vraiment dans la réalité des rapports père-fille, des rapports homme-femme, des rapports de rivalité, et dans une société, et surtout qui essaye de continuer bon an, mal an à exister, quoi. Une humanité totale. Yannick, à qui tu conseillerais ? Non, je vous rejoins complètement. Alors, spoiler alert, effectivement, je parlais de The Walking Dead tout à l'heure. Et je pense qu'en fait, tu as raison, Gauthier, c'est que pour moi, en fait, ce qui fonctionnait, on va dire, très bien, dans un certain niveau, dans les premières saisons de The Walking Dead, et qui s'est complètement étiolé en fait, sur les innombrables saisons qu'il y a eu, tu le retrouves en fait dans la première saison et j'espère en fait dans la saison 2 en fait de The Last of Us parce que effectivement et c'est un plus pour moi, c'est qu'effectivement dès le départ en fait on sait que ça a priori ce ne sera pas en fait une série qui va s'étaler sur 6, 7, 8 saisons. A priori en fait 3, peut-être 4, on ne sait pas. Mais pas au-delà. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de matériaux à adapter. Il y a que 2 jeux, quoi. Tout à fait. Et ils ne feront pas l'erreur, en fait, je pense, de créer en fait, du contenu original. Mais du coup, effectivement, enfin, voilà, pour vous rejoindre, effectivement, puisque vous l'avez très bien dit, c'est que au-delà, si vous arrivez en fait, à aller au-delà en fait, du fait que c'est une adaptation en fait, de jeux vidéo, parce que pour beaucoup de personnes encore aujourd'hui, jeux vidéo, c'est péjoratif. Bah voilà. Mais on a eu en fait beaucoup d'exemples en fait qui montrent que non en fait le jeu vidéo en termes de narration et The Last of Us en est un très bon exemple. Bah c'est au niveau en fait du cinéma. Ça peut être au niveau en fait des ou Fallout aussi. Ou Fallout, exactement. Donc voilà, si vous aimez en fait les relations en fait humaines, les très bons dialogues, les personnages auxquels en fait vous pouvez croire, en fait auxquels en fait vous pouvez vraiment vous pouvez suivre effectivement fait d'épisode en épisode, c'est vraiment une série pour vous. Et effectivement, et presque finalement le contexte post-apo / SF, voilà, c'est presque, on va dire, anecdotique, d'autant que je rajouterais juste ça, c'est que dans la saison 1, effectivement, en fait, je crois qu'on a parlé en fait des infectés, donc Cordyceps, etc. Pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, en fait, les créatures qui sont quand même au centre du jeu, parce que en fait, c'est un élément de gameplay, dans la série, ça devient quasiment anecdotique et on les voit avec des gros guillemets bien sûr, mais quasiment pas. Sur quelques scènes. Ils sont au centre effectivement, en fait, même pas en fait de plusieurs épisodes, ils sont au centre de quelques scènes en fait au long en fait, tout au long en fait des 9 épisodes en fait, ou 8 ou 9 épisodes en fait de la saison 1. C'est vrai que la série fait très bien ça, de nous expliquer que c'est pas tellement eux le problème en fait. Ouais. Merci à tous les deux. Je rappelle donc que la saison 2 de The Last of Us sera disponible à partir du 14 avril sur la plateforme Max. Et on va maintenant laisser Joël et Ellie pour une série immanquable de Netflix signée David Fincher. C'est la chronique Ne cherchez plus de Gauthier. Cette semaine, Gauthier, tu nous parles donc de la série Mindhunter qui nous invite dans l'univers tourmenté des plus grands serial killers de l'histoire. Il y a 40 ans, votre FBI a été fondé pour traquer John Dillinger. Aujourd'hui, nous devons faire face à des actes d'une extrême violence entre parfaits étrangers. On traverse le pays pour enseigner aux flics les techniques du FBI. Je peux vous embêter une petite minute ? Elle a été retrouvée menottée et attachée au lit. C'est fou ce que les gens peuvent s'infliger. Ils ne reculent devant aucune horreur. Qu'est-ce que t'as fait ? Votre comportement va vous porter préjudice. Agent Ford, si vous partez, je ne pourrai pas vous aider. Il n'existe pas de règles pour s'adresser correctement à ces gens. Si on veut que ça marche, il faut parler à davantage de sujets. Vous voulez trouver des truffes ? Alors va falloir se salir avec les porcs. Alors, c'est David Fincher, mais pas seulement, hein, puisqu'il y a d'autres réalisateurs qui sont venus mettre la main à la pâte pour tourner les 2 saisons qui composent cette série Mindhunter. C'est pas 2 saisons parce que ça a été annulé, parce que c'était pas assez suivi. C'est 2 saisons parce que ça a fini de raconter ce que ça voulait raconter. Je crois que c'est 18 ou 19 épisodes en tout, donc c'est pas un challenge énorme.
C'est adapté d'un livre qui a été écrit par le pionnier du profiling du FBI et qui n'est pas du tout quelqu'un qui se fait mousser. Il a écrit un livre juste pour dire, nous, on n'est pas des magiciens, on a juste fait une méthode, établi des critères pour mieux connaître les serial killers. Parce que avant eux, dans les années 70, les gens, on les enfermait, on les appelait même pas des serial killers, c'était des fous, et puis voilà, on s'en foutait. Donc, au FBI, il y a eu une première cellule qui s'est composée, d'ailleurs contre l'avis des supérieurs, hein, ça a été très difficile à installer, mais qui ont été les premiers à aller parler avec les serial killers en prison et à essayer d'établir des liens entre tous et à comprendre comment on aborde les serial killers, comment on arrive sur une scène de meurtre et qu'on arrive à déduire des choses sur la personne qu'on recherche, etc. Moi, c'est fou, hein, même quand j'ai vu ce que ça demandait comme compétences et tout, je me suis dit, mais c'est idiot, j'aurais pu faire ça comme profession, moi, ça m'aurait vachement intéressé. Il y a donc ce sujet qui est très intéressant, avec ces discussions avec différents serial killers en prison qui sont Ed Kemper, qui sont Charles Manson, qui sont tous ces gars-là à l'époque. Et puis, il y a un casting qui est très très fort parce que les serial killers sont très ressemblants, mais pas seulement. Il y a aussi les héros qui sont des gens à la vie assez passionnante aussi. Leur vie de famille peut leur faire penser un petit peu au travail et les deux se répondent et c'était très compliqué. La deuxième saison raconte la traque d'un serial killer qui est une traque qui a vraiment existé. Tout ça m'a passionné à tel point que j'ai revu cette saison une deuxième fois, ce que je fais quasiment jamais avec les séries. Si vous avez aimé Zodiac, par exemple, de David Fincher, c'est vraiment... on est sur le même esprit, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas tellement à savoir qui a fait le coup ou je ne sais pas trop quoi. On cherche à entrer dans la psyché de ces gens qu'on considère comme des monstres. Et la série fait ça de manière assez merveilleuse. Bien sûr, parfois, on a peur. Bien sûr, parfois, on est un petit peu repoussé. On ne comprend pas très bien ces gens qui ont de l'empathie pour des grands tueurs en série. Évidemment, le projet, à aucun moment, est de nous les faire comprendre au premier degré et de dire « Ah bah, c'est OK, il a tué des gens, etc. » Non, c'est juste de nous faire voir comme des êtres humains malades des gens qu'on voyait comme des monstres avant. Et c'est absolument passionnant. C'est pas insurmontable de voir 19 épisodes là-dessus. Il n'y a aucun moment où on se sent pris de court par la violence de ce qui est en train de se passer. Il y a pas, alors c'est pas tout public, hein, évidemment, mais il y a pas de moment de grande gêne ou de grande violence et tout. Et alors j'insiste là-dessus parce que comme chez David Fincher dans chacun de ses films, la série est truffée à chaque plan d'effets numériques, mais ce sont des effets numériques qui sont là pour recréer le décor exactement comme il était à l'époque, et donc qui sont faits pour qu'on les voit pas. C'est des effets numériques pour vous replanter un arbre dans le fond, parce qu'il existait cet arbre, donc c'est dommage qu'il y soit plus. Donc tout ce que vous voyez est plein d'effets numériques, mais ils sont là pour ne pas être vus, justement. Mais on dirait pas. Voilà. Yannick, de ton côté, c'est une série qui t'a fait de l'œil, tu l'as peut-être dans ta wishlist ou je sais pas. Je l'ai dans ma trop longue wishlist, puisqu'en fait, tu as cité Zodiac, c'est Zodiac en fait, qui est un film que j'adore. De base, en fait, je suis fan de Fincher, mais malheureusement, en fait, donc, le temps n'est pas extensible et donc j'ai toujours pas eu le temps en fait, de la voir. Mais ce sera chose faite d'ici les 2-3 prochaines années, je pense. Ah oui, bah, je te le recommande vraiment. Merci beaucoup Gauthier pour cette recommandation. On enchaîne tout de suite avec les sorties de la semaine. Et au niveau de l'agenda, cette semaine, c'est la semaine du 7 au 13 avril. Et on va parler de, cette fois, Brilliant Minds, une série NBC qui débarque sur Max avec Zachary Quinto de Heroes en neurologue atypique, puisque c'est inspiré des travaux du neurologue britannique Dr Oliver Sacks. Donc voilà, c'est un peu le Dr House, mais version neurologique. Britannique. Mais britannique, si je fais une caricature. C'est 13 épisodes sur Max à partir depuis le 7 avril.
On a depuis le 8 avril sur Prime quelque chose qui s'appelle Spy Eye. C'est un doc en 4 épisodes qui met en lumière des pratiques peu reluisantes dans les lycées US. Pourquoi ? Parce que on va suivre un mec qui s'appelle Blake Robbins, un adolescent de 15 ans, qui a intenté un procès contre sa prestigieuse école publique en affirmant qu'elle l'espionnait alors qu'il était accusé de vendre de la drogue à l'origine. En gros, ça parle de quoi ? Ça parle de justement, à travers ce scandale de banlieue, etc. Ça cache en fait les révélations un peu plus troublantes sur, et qui est lourde en conséquences, sur cette guerre plus large autour de la vie privée numérique. Et ce qu'on peut faire et ne pas faire, et est-ce que, sous réserve de nous protéger, on nous interdit, ou comment on nous observe, etc. Donc c'est vraiment dans l'actualité. C'est un excellent sujet. Ça s'appelle Spy Eye, 4 épisodes sur Prime Video. On a, dans un tout autre registre, sur Disney+, depuis mercredi dernier, un truc qui s'appelle Ghost Fantôme en héritage. C'est 6 épisodes et c'est une adaptation d'une série comico-fantastico-britannique qui est sortie en 2019. Et en gros, cette fois, c'est avec Camille Chamou, Hafid Benhamar ou Natasha Lindinger, je ne sais pas comment on dit. Et en gros, c'est quoi ? C'est un couple qui veut récupérer une grande baraque pour en faire une chambre d'hôte. Sauf que c'est une baraque hantée, et il y a tous les fantômes qui débarquent pour empêcher tout ça. C'est bien. Ça rappelle un peu Beetlejuice. C'est un bon programme. Voilà. C'est une exclue Disney+, et apparemment, j'ai appris que ce serait aussi sur TF1 au bout de quelques temps. Ah d'accord. C'est une exclue momentanée, et c'est pour ça que dans les guests, on peut retrouver notamment du Camille Combal, du Monsieur Poulpe, du Fred Testo, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur Prime depuis hier, 10 avril ? On a G20, c'est un thriller musclé avec Viola Davis. Donc il joue ni plus ni moins que la présidente des États-Unis et qui, lors d'un G20 en Afrique du Sud, elle devient la cible d'une attaque terroriste et elle va user de son pouvoir et de ses capacités de négociation et de ses contacts pour sortir de cette crise-là. Donc voilà, on avait eu dans 24 heures chrono un président afro-américain et on a cette fois une présidente afro-américaine. D'accord, donc G20, c'est pas un truc sur la rando. C'est pas du tout un truc sur la rando. L'événement de la semaine, c'est aussi, bien sûr, sur Netflix, le retour de Black Mirror. 6 épisodes pour cette série d'anthologie. Donc là, ça fait son retour et on sait pas grand-chose, sauf qu'on a au casting Aquafina, Christine Milioti qui a décidément vraiment le vent en poupe, Paul Giamatti, Peter Capaldi, Issa Rae ou Will Poulter, et qu'on aura la suite de l'épisode USS Callister, qui était déjà une parodie de Star Trek dans une des saisons précédentes. On a aussi, toujours sur Netflix, à partir de demain, El Jardinero, alors que je ne prononce très mal, puisque sinon ce serait El Jardinero. Ouais. Voilà. Un thriller espagnol en 6 épisodes, où en gros, le jardinier, c'est évidemment un truc de façade. Puisque derrière c'est un serial killer en gros le serial killer, le jardinier va tomber amoureux d'une nana qui était sa cible, mais il va pas la tuer et sa mère veut accomplir le contrat et donc il va se retrouver contre sa maman. Voilà, c'est une série espagnole, vous l'auriez compris, et c'est à découvrir sur Netflix en 6 épisodes. Tu auras remarqué que je t'ai laissé dire serial killer sans te relancer sur un quoi. Eh bien je l'ai fait pareil sur Mindhunter. Voilà. Et enfin, à partir de demain sur Apple TV+, Vrais voisins, faux amis, Your Friends and Neighbors en VO. C'est le retour de John Hamm dans un thriller écrit par Jonathan Trooper, qui est le monsieur derrière Banshee, Warrior, Sea ou Adam à travers le temps. Et donc là, c'est l'histoire de ce fameux personnage qui s'appelle Andrew Cooper, un gestionnaire de fonds spéculatifs qui se retrouve sans emploi et dans une difficulté financière. Et donc, pour maintenir son train de vie, il décide de cambrioler les maisons de ses voisins cossus. Et ce faisant, il va découvrir que tous ses voisins ont peut-être des petits secrets. Des secrets qui vont beaucoup plus loin que quelques bijoux planqués. C'est aussi avec Amanda Pitt et Olivia Munn, c'est à découvrir sur Apple TV+. Sinon, en vrac, on a Les Dessous d'un cabaret parisien avec Alex Lutz, ça s'appelle Ça c'est Paris, c'est sur Max. Et pour les fans de sport, on aura le 13 avril le Paris-Roubaix et le Marathon de Paris, diffusés aussi sur Max. Ce sera tout pour aujourd'hui au niveau des sorties. Yannick, par contre, je te demande, s'il te plaît, de rester bien assis sur ton siège. Ça va être le moment de l'interrogatoire habituel de fin d'émission. C'est l'interview originale de Yannick Le Fur. Je suis prêt.
Yannick Le Concept, 10 questions pour mieux cerner quel utilisateur de plateforme tu es. Est-ce que tu es prêt ? Tout à fait. On commence tout de suite. Ciné, animé, série, documentaire, qu'est-ce qui t'attire en priorité sur les plateformes ? J'ai envie de te dire tout, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très curieux, donc qui est intéressé en fait par beaucoup de choses. Je te dirais principalement en fait les séries, même si le spectre est très 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 large en fait sur le type de série en fait que je peux regarder. Il y a des documentaires en fait aussi, que ce soit sportifs ou autres. En fait, c'est vraiment le sujet qui m'intéresse, et les animés aussi. Par exemple, tu vois, en fait, je me suis lancé dernièrement sur Lazarus, donc une nouvelle série de Shinichiro Watanabe, donc le créateur de Cowboy Bebop, qui est un de mes animes de cœur, et j'attends en fait comme un fou donc la saison 4, je crois en fait, de Love, Death and Robots, qui a été annoncé tout récemment. Exactement, et donc je suis extrêmement fan en fait de ce type de concept d'anthologie et de cette série, donc voilà. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas pour intégrer les plateformes à tes habitudes ? Tu te souviens s'il y a une série, un truc, un film, à un moment tu t'es dit « Ok, je m'abonne ». Alors, du tout, c'est surtout en fait que je ne regardais plus la TV traditionnelle, mais alors depuis très 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 longtemps. Parce que j'avais moins de temps, et parce qu'en fait j'avais envie de consommer en fait uniquement ce qui me plaît au moment en fait où je le veux, et donc du coup effectivement en fait les plateformes en fait de SVOD c'était absolument parfait, surtout si tu as les moyens en fait de t'abonner en fait à toutes les plateformes, ce qui est pas évident aujourd'hui, mais voilà, mais c'est surtout en fait cette sorte de rejet entre guillemets en fait de la télé traditionnelle, et donc j'ai trouvé vraiment en fait ce qui m'intéressait dans les plateformes de SVOD. Tu es plutôt nouveauté ou séance de rattrapage avec les fonds de catalogue ? Question difficile, je dirais autant l'un que l'autre. Je suis toujours en fait, parce que toujours ce côté très curieux, je suis en fait tout ce qui sort. Donc là, dernièrement, je sais que je regardais, c'était, comment ça s'appelle, Karma sur Netflix, une très bonne série coréenne, une mini-série coréenne, et Adolescence aussi sur Netflix, que vous avez peut-être regardé, donc, qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Et puis à côté de ça, en fait, comme je disais, en fait, on en parlait en fait, sur Mindhunter, j'ai une liste de séries, mais qui est extrêmement longue, donc je note en fait tout ce qu'on me dit, parce que je sais effectivement, généralement, c'est des personnes qui me connaissent, qui me conseillent quelque chose, donc je le note. Je ne sais pas quand je la regarderai, donc, mais voilà, j'essaye en fait de naviguer entre anciennes séries pour rattraper mon retard et nouvelles séries en fait pour rester à la page, si je puis dire. Est-ce que malgré tes abonnements, tu loues encore des VOD par exemple ? Non, pour de vrai, non. Même en fait, je te dirais en fait sur les plateformes de SVOD, parce que malheureusement, encore une fois, au risque de me répéter, en fait, je suis intéressé par beaucoup de choses. Donc, mais tout ce qui m'intéresse en fait est sur beaucoup de plateformes. Donc, généralement, en fait, je vais m'abonner en fait pendant 1 mois ou 2 mois pour regarder en fait une série, etc. Je me désabonne, je me réabonne, etc. Et j'essaye en fait d'avoir quelque chose qui me permet en fait de regarder tout ce qui m'intéresse. Quel est ton rapport au cinéma en salle depuis que tu as intégré les contenus de plateforme à tes habitudes ? J'aurais aimé te dire en fait qu'il n'a pas changé. Pour de vrai, ce serait un petit peu hypocrite de ma part, parce que oui, parce qu'en fait le cinéma aussi, en fait les places en fait ont augmenté, donc ça reste quand même très cher. Après, effectivement, il y a quand même des expériences, j'appelle ça vraiment des expériences presque plus que des films, que je me refuse en fait de voir la première fois en fait sur un téléviseur. Par exemple, je sais pas, dernièrement, tu vois, j'adore en fait le cinéma de Robert Eggers. À aucun moment je me suis dit en fait que j'allais voir en fait Nosferatu sur mon téléviseur, aussi incroyable soit-il. Voilà, donc j'ai été le voir au cinéma. En fait, il y a des films, je sais pas, au hasard en fait. Les Dunes, les trucs comme ça. Voilà, les Dunes, etc. À aucun moment en fait, je me dis, non, en fait, ça c'est une expérience en fait ciné pour moi. Donc j'essaye quand même en fait d'aller en fait au ciné. J'y vais en fait un petit peu moins en fait qu'il y a quelques années, mais en fait pour ce genre d'expérience, encore une fois, c'est très très important pour moi. Alors je précise quand même que le prix de la place de cinéma, même s'il paraît toujours élevé, c'est comme tout produit au fait, il s'adapte en fonction de ta consommation. C'est-à-dire que ceux qui n'y vont pas ou peu payent toujours plus cher que ceux qui y vont énormément, qui eux ont recours à des passes illimitées, à des offres multiples. Ouais, juste par rapport à ça aussi, en fait, tu as le petit tips en fait d'y aller en fait le dimanche matin aussi. Moi, j'ai la chance en fait d'habiter en fait pas très très loin effectivement d'un cinéma. Donc du coup, en fait, le dimanche, en fait, je vais à la première séance. Bon, elle est à 10h, donc ça va. Je suis pas un lève-tard. Et donc, il y a l'avantage aussi, en fait, d'avoir moins de monde. Mine de rien, en fait, ça peut être intéressant, en fait, pour dans certains films. Et donc, effectivement, donc je paye quand même moins cher, parce que je crois que ça doit être à peut-être 9 €, 10 €, peut-être un truc comme ça.
Plutôt serial binger ou consommateur raisonné? Serial binger à 200%. Ok. Télé du salon, tablette au lit, téléphone dans les transports. Quel est ton support favori pour regarder des contenus de plateforme? Télé. Je ne critique pas les personnes en fait qui regardent en fait sur des téléphones, smartphones en fait dans les réseaux, dans les transports, pardon. Voilà, moi c'est pas en fait ma cam. Même en fait pour des séries ou des films en fait qui me semblent un peu moins importants, j'aime bien quand même être focus sur ce que je regarde en fait, bien suivre, etc. Donc je me refuse, on va dire en fait, de regarder effectivement sur même en fait tablette. J'aime bien en fait avoir un minimum de confort. Est-ce que les productions de plateforme, c'est un sujet de conversation avec tes proches? Tout dépend ce que tu appelles production de plateforme. Toutes les séries, les films. D'accord, oui. Est-ce que c'est le truc auquel tu peux parler, je sais pas, dans genre la machine à café, oui, avec des oui. collègues, ou est-ce qu'un repas de famille, voilà, c'est ce genre de questions-là. Complètement, parce qu'en fait, je suis entouré en fait de personnes aussi qui consomment énormément, donc forcément en fait, on n'a pas les mêmes avis en fait sur les mêmes séries en fait que ce soit les films, etc. On en vient rarement, voire jamais, heureusement en fait aux mains, mais effectivement en fait, ça peut donner en fait lieu à des échanges un petit peu musclés en fait pour essayer en fait de faire passer en fait ton avis donc voilà, mais ça crée effectivement des conversations qui sont généralement très intéressantes, très animées. Exactement. J'ai une petite question business. Comment tu récompenserais les productions de plateforme? Pour toi, c'est quoi le mieux? Ce serait de créer des nouvelles catégories dans des cérémonies qui existent? Ce serait de faire une nouvelle cérémonie dédiée? Voilà, comment tu... Pour moi, je pense qu'en fait, on n'a pas besoin en fait d'inventer quoi que ce soit, parce que je rappelle quand même en fait qu'aujourd'hui, avec le contenu que tu as en fait en termes de plateforme, aujourd'hui en fait tu as des Warner, en fait tu as des Paramount, etc. en fait qui sont des studios en fait des majors en fait tu vois iconiques, qui ont en fait leur propre série, donc en fait leur propre plateforme, pardon, qui produisent eux-mêmes en fait des séries. Donc, tu vois, pour moi, j'ai envie de te dire, en fait, un Netflix au même titre en fait qu'un Warner ou qu'un Fox, enfin Century Fox, qui appartient en fait à Disney aujourd'hui, hein, tu vois. Voilà, c'est une sorte de tout, et on a besoin, en fait, pour moi, en fait, de créer en fait de nouvelles, tu vois, catégories. Ok. Et dernière question, attention, elle est facile à poser, c'est plus dur d'y répondre. Quelle est ta plateforme préférée? Je pense qu'il y a quelques années, en fait, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, en fait, sans l'ombre d'un doute, HBO. Donc qui est devenu en fait Max aujourd'hui, parce que en fait c'est elle en fait qui a contribué, pas nécessairement en fait à me faire en fait une culture série, mais en fait à la consolider, parce que à l'époque en fait c'était diffusé en fait sur France 2, tout ça, etc. En fait ils achetaient M6 ou autre, plutôt France 2, mais en fait j'ai eu en fait j'ai découvert en fait ça a été vraiment des chocs, des Sopranos, des Six Feet Under, plus proche de nous en fait des Westworld, etc., etc. Donc tout ce que produisait HBO, pour moi c'était parole d'évangile. Voilà. Aujourd'hui c'est peut-être un petit peu moins vrai, pas nécessairement en fait que Max en fait produit en fait des séries moins qualitatives, mais en fait ils en produisent plus. J'ai l'impression, on a plus accès en fait, on a accès en fait à beaucoup plus de séries. Donc par ce simple fait, effectivement, c'est difficile en fait, de choisir une plateforme. Mais si je devais répondre à ta question, désolé, la réponse était un petit peu longue, mais je dirais en fait quand même Max, parce que en fait c'est voilà, plateforme en fait de cœur / Netflix, parce que effectivement ils produisent beaucoup de choses qui sont parfois très moyennes, mais aussi beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. C'était l'interview originale de Yannick Le Fur, et c'était aussi original saison 1, épisode 22. Je rappelle que tu es brand manager chez Microïd et anciennement journaliste chez jeuxvideo.com, sur le pseudonyme de Logan. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, vraiment, merci à vous. Merci. On remercie quant à nous également notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien, ainsi que Magic Andou à la production. Salut Andou, merci. Je vous donne avec Gauthier rendez-vous vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé, et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye. Ciao.